d'abord donner un peu quelques précisions sur le FONGECIF. Tout le monde connaît le FONGECIF, mais ne connaît pas son activité et son volume d'activité surtout. C'est vrai qu'on est toujours très discret, on ne se fait pas trop remarquer, c'est bien. Mais il faut quand même savoir que nous sommes déjà dans cette démarche un petit peu de CEP, sans pour autant être... Si on pouvait mettre le micro de M. Vanzetti un peu plus fort, s'il vous plaît. Sans pour autant être aussi développé que la loi le demande, mais nous sommes déjà dans cette démarche depuis très longtemps. Et aujourd'hui, par exemple, le FONGECIF, c'est à peu près 26 000 appels à l'année, tout public. Déjà, nous recevons tout public au téléphone. C'est 43 000 connexions Internet auxquelles on répond, bien évidemment, puisque là aussi, on fait alors, excusez le terme, mais on fait un aiguillage. C'est-à-dire, on va essayer de savoir quel est l'interlocuteur qui sera le mieux à même de pouvoir répondre à cette personne sur sa préoccupation. Nous avons 4200 entretiens face à face par an. Il y a à peu près 1400 congés individuels de signés, 768 bilans, et puis ensuite les accompagnements VAE, 206 accompagnements VAE. Alors, tout ceci nous amène, et peut-être vous préciser que le FONGECIF, il est soumis à 2 réformes. Ça va peut-être vous étonner. La réforme, le CEP, bien sûr, et le CPF, mais la réforme du financement. Et ça, on n'en parle pas, mais quelque part, c'est pour nous quelque chose de beaucoup plus grave et de beaucoup plus inquiétant que le reste. Pourquoi ? Parce que peut-être vous rappelez que cette loi nous enlève la collecte à partir du 1er janvier 2016. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, on pouvait contrôler nos flux financiers, on savait d'année en année la somme que l'on allait recevoir. À partir de 2016, on est dans l'inconnu. On nous a dit qu'on aurait plus. Très bien. On nous a dit que les entreprises, c'est plus 20, le seuil de 20, mais c'est le seuil de 10. Mais c'est pas là où on va ramasser, enfin excusez l'expression, c'est pas là où on va ramasser énormément d'argent à ce niveau-là. Donc pour nous, on est confronté à ce double problème. Alors le côté CEP, quelque part, ne nous inquiète pas. C'est l'autre côté. En plus, Philippe Doll a dit à une réunion à laquelle je participais qu'il envisageait que l'on ait 3 fois plus de demandes, donc de demandeurs, qu'aujourd'hui. Imaginez 3 fois plus. On est déjà à 4200 entretiens. Vous multipliez par 3, ça fait 12 000. Et notre enveloppe, elle sera dans le même périmètre. C'est-à-dire qu'on n'aura pas plus à dépenser. Tout à l'heure, la dame de la région a posé la question sur le CPF, etc. Mais il est à fait certain que la personne qui va, elle, dire « j'ai droit à mon CPF », il viendra chez nous, il va remplir son dossier, on va l'aider, on va compléter son dossier, etc. Mais dans notre configuration, il va passer de la même manière que le dossier lambda, c'est-à-dire qu'il ne sera pas prioritaire. Car là, la loi ne dit rien là-dessus. Comment on va traiter les CPF par rapport aux salariés aujourd'hui qui font une demande de CIF? C'est un autre dilemme. Si ces dossiers-là sont prioritaires, ça veut dire qu'on condamne les salariés à ne plus être prioritaires. Ils ont le droit, autant que les autres, à, etc. Donc, vous voyez que pour nous, le problème, il est différent. Mais par contre, on est déjà en démarche. Je vais passer. Donc, aujourd'hui, vous voyez qu'on a l'accompagnement des salariés. On va jusqu'à l'accompagnement, actuellement, à l'accompagnement financier, pour certains. Donc, on était déjà, nous, dans cette démarche depuis très longtemps. Ce n'est pas toujours facile. Et on essaie, tant que faire se peut, de demander le peu de participation aux salariés. Mais quelquefois, on ne peut pas faire moins, puisque notre enveloppe, elle est ce qu'elle est. Il faut quand même savoir, je vous donne une indication, c'est qu'on n'a même pas c'est-à-dire on fait à peine 50% donc, de résultats. C'est-à-dire qu'un salarié sur 2 ne bénéficie pas du FONGECIF. C'est énorme. Quand il faut supprimer, et je vois mon ami Jean-Pierre qui est là, dans certaines commissions, on n'a que 40% d'acceptation. Imaginez quand vous avez des dossiers et qu'il faut en écarter quelques-uns.
Donc c'est pour nous une préoccupation, et je crois que c'est la préoccupation qui n'apparaît pas dans le cadre du CEP et du CPF, mais celle-là, retenez-la parce que vous aurez certainement des remarques à ce sujet-là. Alors, notre future mission, elle va rentrer dans le cadre, ça c'est pas un problème, on sait faire. On a aussi donc analysé au niveau national, c'est-à-dire qu'on travaille actuellement avec le Fonds paritaire de sécurisation des parcours. L'ensemble des fonds gestifs travaillent, et croyez-moi, on va très vite sur la nouvelle approche qui est la nôtre dans ce domaine du CEP. Et on a répondu à plusieurs questions, par exemple, les demandes diverses, c'est « je souhaite faire le point sur ma situation professionnelle, j'envisage d'évoluer, mais quoi faire, j'ai un projet ». C'est toutes les questions que l'on a recensées et qui aujourd'hui nous permettaient de pouvoir donner une réponse ou pas à cette personne. Par contre, la personne n'arrivait pas. Alors, là aussi, on travaille avec les bilans de compétences. De temps en temps, la personne vient avec son bilan de compétences et dit, le bilan de compétences m'a dit que je pouvais être ça. OK, d'accord. Mais bon, entre ce qui est dit et ce qui peut être fait, et après approfondissement, on s'aperçoit que la piste n'est pas toujours celle qui aurait été la mieux adaptée pour cette personne. Alors, on a aujourd'hui, voilà l'organisation aujourd'hui du fonds gestif. On a des prestations de pré-parcours, c'est-à-dire qu'on informe sur un dispositif de financement, on identifie éventuellement un centre de formation, on fait reconnaître l'expérience en diplôme, et puis on aide à rebondir après un refus de financement éventuellement. Ça aussi, ce sont des problèmes que l'on rencontre quotidiennement. Ensuite, on a les prestations d'accompagnement, et enfin les prestations post-parcours, éventuellement pour les gens qui se voient refuser ou qui se voient à un échec. Eh bien, regardez comment on peut retravailler avec eux pour, à nouveau, les aider à faire un parcours qui leur amène une satisfaction. Et puis, voilà la nouvelle organisation que nous allons mettre en place. Alors, vous avez vu que M. Seped vous a présenté 3 niveaux. Nous, il y a 3 niveaux, mais il y en a 4. Pourquoi ? Parce que le premier, c'est l'accueil. L'accueil, pour nous, c'est la plateforme. C'est la maison des métiers ici, c'est la cité des métiers qui est le premier palier. Le fonds gestif en fait, d'autres en font. Et c'est simplement, c'est l'aiguillage. C'est de façon, là aussi, à permettre aux salariés ou aux demandeurs d'emploi ou autres de pouvoir, en une fois, avoir une réponse conforme, c'est-à-dire, monsieur, par rapport à ce que vous nous demandez, la porte, c'est la porte B ou la porte C, etc. On s'est engagé pour que, en 2 questions, la personne doit être sur le bon aiguillage. Vous voyez, c'est pour éviter de faire perdre du temps et de façon à pouvoir orienter les gens le mieux que possible. Ensuite, on a mis en place la partie diagnostic. Celle-là n'existait pas et on a voulu la mettre en place parce qu'elle nous semble importante. C'est-à-dire qu'avec la personne, on va essayer d'aller jusqu'au bout pour savoir pour quelles raisons il veut faire ça et jusqu'où il veut aller. Vous regardez les temps. Aujourd'hui, le fonds gestif, quand on reçoit un salarié, ça c'est sous le contrôle de Michel, c'est à peu près 1 heure d'entretien. À peu près. Donc vous regardez les temps, vous regardez ce que ça va demander comme accompagnement pour nos conseillers. On a imaginé quand même que si on veut bien approfondir, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est tout ce que l'on veut. Et ensuite, il y a l'élaboration. Après, c'est le conseil personnalisé. Donc, on va aller beaucoup plus loin dans le projet. Donc, on va développer le projet. On va commencer à regarder les financements. On va regarder la faisabilité de son projet, les organismes de formation les mieux placés, ceux qui font des adaptations de parcours. Car là aussi, je ne sais pas, c'est des organismes de formation dans la salle, mais il faut se rendre à l'évidence qu'on va vous demander de plus en plus d'adapter les parcours. C'est ce que j'ai dit en préambule tout à l'heure. L'enveloppe reste la même. Par contre, l'espace, il est beaucoup plus large. Donc, on ne pourra pas raser gratis, excusez l'expression, mais ça ne saura pas faire. Donc, il va falloir aussi qu'on tienne compte des acquis des personnes. Les gens ont certains des acquis, etc. Donc, il va falloir faire en sorte. On a réussi avec certains organismes à déjà adapter des parcours. Ce n'est pas suffisant, mais on a déjà quand même une bonne avancée. Et enfin, on aura l'accompagnement personnalisé, où là, comme c'était dit tout à l'heure, c'est la recherche des financeurs, travailler avec les cofinanceurs, leur monter un parcours complet pour que la personne puisse ensuite avoir, avec la grande certitude, une réussite à l'autre bout.
Voilà ce que nous aujourd'hui, nous allons mettre en musique à partir du 1er janvier 2015. Nous sommes prêts à partir du 1er janvier 2015. Alors, nous sommes prêts sur le papier, hein, bien évidemment. Mais, quand même, les équipes sont en mouvement. Michel en parlera tout à l'heure, parce que vous m'excuserez, mais je vais m'absenter vers 16h, un petit peu avant. Michel vous en parlera, mais aujourd'hui, nos équipes, j'en parlais tout à l'heure, ont un plan de formation très musclé. Chaque personne aura entre 10 et 15 heures de formation avant la fin de l'année. D'accord ? Parce que là aussi, on veut que les choses avancent et on veut coller au maximum à la loi, parce que c'est pour nous un gage de réussite et on n'a pas le droit de se tromper dans ce domaine-là. Alors ensuite, eh bien, quel est le service qu'on va demander? C'est de valorisation et d'accompagnement à l'initiative individuelle. Bien sûr, c'est rendre acteur la personne de son évolution professionnelle. C'est un service qui permet aux personnes accueillies d'être acteurs de leur choix et de leur parcours. Et c'est enfin une posture neutre, non prescriptive, une approche personnalisée. C'est-à-dire que là, on veut absolument que la personne aille jusqu'au bout de son projet. C'est un projet personnel, elle doit le construire. Elle est pour cela accompagnée par un spécialiste qui va lui donner tous les éléments possibles. Et c'est lui qui fera le boulot, éventuellement d'aller chercher les financeurs et de regarder les cofinancements possibles, etc. Et nos conseillers feront le lien aussi, bien sûr, avec le CPF pour regarder les parties qu'il va mettre dans la balance. Alors, je voudrais aussi vous passer un petit document. On s'est mis dans la peau du salarié, voyez, et on s'est dit, je veux d'abord, dans la première partie, c'est analyser ma situation et mon parcours. On s'est dit, quelle est la réflexion du salarié? Ensuite, c'est m'approprier des informations et les prendre en compte. C'est ça où il faut qu'on les amène. Ensuite, c'est identifier et développer mes compétences. Hein? Et enfin, c'est élaborer mon projet et le mettre en œuvre. Vous voyez, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, on le met dans le cadre ou dans la peau un peu du salarié et on doit l'amener à se poser toutes ces questions. De façon à pouvoir ensuite remplir le document qui ira bien et qui va se terminer par un dossier d'accompagnement ou de demande de participation CIF et qui sera financé ou pas. La seule difficulté pour nous, tout ce travail sera fait par les conseillers, mais le malheur, c'est qu'il faudra qu'on prévienne aussi le salarié, c'est qu'il a un droit CPF, mais ce n'est pas pour autant que le droit sera exaucé. Parce qu'il y a des commissions de financement, il y a les financements qui vont avec, et les financements, ils sont limités. Donc ça aussi, c'est un petit peu, en quelque part, moi ça me gêne beaucoup. On fait une loi, on dit que c'est la loi révolutionnaire, parce que c'est vrai que ça change totalement la donne. Par contre, on n'a pas du tout le moyen pour répondre à ceux qui viendront nous demander quelque chose. Donc c'est un peu gênant pour nous. Je me mets surtout dans la peau de nos conseillers qui vont recevoir les gens. S'ils ne sont pas satisfaits, c'est pas évident à vivre à l'eau. Nous, en tant qu'administrateurs, bon, on donne des lignes de direction, mais après, c'est les conseillers qui sont au charbon. Il ne faut pas oublier que c'est eux eux-mêmes qui vont recevoir les félicitations et des fois les remarques désagréables. Faut bien se mettre à leur place. Voilà. Et puis enfin, j'ai parlé d'un plan de professionnalisation. Aujourd'hui, avec le FPSPP, on a plusieurs formations qui sont ouvertes au FPSPP. On a aussi plusieurs formations sur le plan régional, entre autres avec le CREFOR et autres. Et puis, on a des formations entre les deux régions. Alors, ne voyez pas de rapport entre les deux régions, surtout pas. Ne concluez pas que c'est fait, loin de là. Simplement, c'est qu'on a de très bonnes relations entre les deux depuis très longtemps, pour une raison simple, c'est qu'on a énormément d'entreprises qui sont soit sur l'un ou sur l'autre territoire, et on a depuis très longtemps harmonisé nos façons de procéder pour éviter que les salariés se disent, tiens, en Haute-Normandie, c'est mieux payé qu'en Basse-Normandie, ou vice-versa. Donc pour nous, c'est une question de conformité et de façon à éviter qu'on se tape dessus et qu'on aille d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc, et enfin, un travail en partenariat avec les 5 opérateurs. On a commencé, je vois monsieur Le Sueur qui est là, avec l'APEC, et puis on va continuer avec d'autres, parce que c'est en étant les 5 opérateurs, s'il y a une coordination, ça serait bien qu'on s'entende bien sur tout ce qu'on doit mettre en œuvre les uns et les autres, et surtout sur la façon dont on va aiguiller les salariés ou les demandeurs
de façon à ce qu'ils ne perdent pas de temps et qu'ils aient la réponse la plus rapide à leurs préoccupations. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Rosati. Je crois que vous avez parfaitement relevé, non pas le défi, mais en tout cas bien répondu aux trois questions. Un enjeu, effectivement, et l'articulation et l'impact, effectivement, sur les outils actuels, quoi, hein, et toutes les difficultés que vous rencontrez, mais on voit bien aussi tous les moyens que vous mettez en œuvre, efficaces, je pense, effectivement, pour que ce CEP puisse démarrer parfaitement en début d'année. Est-ce qu'il y a dans l'Assemblée quelques questions qui voudraient se voir préciser des choses concernant donc, cette information, ce conseil direction, là, plus effectivement aux salariés, par rapport à plutôt aux salariés avec le FONGECIF. En sachant que demain, on aura tout le monde, pas que les salariés. On est bien d'accord, tout à fait. Oui, une question ? Oui, Florence Coutard, je suis psychologue du travail à Pôle emploi. Et ma question était justement quel lien là vous faites, puisque vous avez évoqué la professionnalisation de vos conseillers et le travail sur le projet professionnel, hein, l'analyse partagée, l'élaboration du projet avec tout ce que vous avez évoqué, qui dure donc de 1 à 4 heures, et quel lien à ce moment-là vous faites avec vos prestataires sur le bilan de compétences ? À quel moment comment vous pouvez l'articuler ? Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait de lien avec le bilan de compétences, simplement on certifie, nous, les bilans de compétences. C'est-à-dire qu'il y a une procédure qui est mise en place pour les bilans de compétences. Donc on certifie la qualité de ce bilan de compétences. Donc on considère que la personne, lorsqu'elle vient avec un bilan de compétences, eh bien, la piste qui lui est conseillée, c'est la bonne. On part de ce principe-là. Donc on ne va pas aller après ressaisir ou ressolliciter l'organisme de bilan de compétences pour lui demander si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc ça, c'est le problème. La personne vient avec son bilan de compétences et nous, on prend acte de cela et on regarde très souvent en commission, je ne vous cache pas, qu'on regarde s'il y a adéquation entre ce qui est demandé par le salarié et ce qui était prescrit dans le bilan de compétences. Et à quelques reprises, on s'est trouvé un petit peu dans des situations pas tout à fait confortables. Mais la personne veut faire ce projet et le résultat, c'est que très souvent, on nous dit après, monsieur un tel ou madame un tel, eh bien, elle a abandonné son parcours de formation en cours de route. Ce n'est pas ce qu'on recherchait, nous. Hein, parce que vous comprenez que nous, l'objectif au FONGECIF, et c'est ce qui a été donné par le conseil d'administration, c'est qu'on ne souhaite pas, on souhaite le minimum d'abandon. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des années où on avait à peu près pour 2 millions d'euros d'abandon. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, alors qu'on a refusé à des gens qui avaient un dossier qui était bien ficelé, etc. Et ces gens-là abandonnent et on a pénalisé d'autres personnes. Donc ce n'est pas facile pour nous. C'est pour ça qu'on est très pointilleux pour, à chaque fois qu'on accepte un dossier, qu'on soit à peu près sûr à 95% qu'il va aller à son terme. Ça, oui, j'entends bien. Dans le cas de la sécurisation des parcours, ça paraît tout à fait logique. Ma question était plus l'articulation, non pas avec la formation, mais avec le travail des conseillers. C'est-à-dire comment ils peuvent travailler en partenariat, comment est-ce que ça a été pensé, enfin, voilà. Je ne pense, enfin, je vais me retourner auprès de... Un bilan de compétences, une durée, oui, mais alors, pour en avoir fait beaucoup et avoir été prestataire pour le FONGECIF, c'est une moyenne de 16 heures. Je ne botte pas en touche parce que je n'ai pas l'habitude de botter en touche. Mais ça, c'est du problème technique. Je ne vais pas vous répondre, je vais laisser Michel vous répondre. Michel Jean, elle va vous répondre. Hein. Moi, je suis sur le plan politique, le technique, je développe après. Au niveau du bilan de compétences, ça ne va pas changer le fond. Aujourd'hui, les gens viennent soit avec une demande de bilan de compétences, soit après l'entretien avec le conseiller, on l'informe de l'existence du bilan de compétences et c'est leur choix d'y aller. Le bilan de compétences, il a un temps qui est de 12, 14, 16 heures. Donc c'est un travail qui sera beaucoup plus approfondi que ce que nous pourrons faire, enfin ce que les conseillers du FONGECIF pourront faire. Donc effectivement, nous, on va s'occuper peut-être sur ces temps-là des personnes qui sont un peu plus autonomes ou qui ont besoin que d'une partie du bilan de compétences. On enverra toujours des gens sur le bilan de compétences quand
la demande, elle sera de faire tous les aspects du bilan de compétences. Ça ne va pas changer pour nous notre mode de fonctionnement. Voilà, ça va être comme les gens qu'on va mettre sur la VAE. Ce sera aussi, c'est un outil qu'on pourra mobiliser dans le cadre du CEP. Ça ne va pas changer. On ne fera pas le bilan de compétences tel qu'il est défini par la loi. Il a toute sa légitimité et nous, on fera éventuellement des parties pour les gens qui seront les plus autonomes. Peut-être puisque quelques éclairages sur les bilans de compétences, les représentants des CIBC se sont réunis sur ces sujets-là. Ils ont bien mesuré l'impact que pouvait avoir le Conseil en évolution professionnelle sur leur activité. Ça a été bien expliqué. Le Conseil en évolution professionnelle peut conduire à un bilan de compétences, mais ce sont deux étapes autonomes, chacun. Et il n'est pas prévu dans les textes, ça a été dit aussi, d'articulation entre le travail du bilan de compétences et le travail du CEP, du conseiller qui s'occupera du conseil en évolution professionnelle. C'est pas la même chose du tout, c'est pas du tout la même finalité. Pourtant, il y a le mot projet professionnel. Mais en tout cas, dans le chaînage, ce n'est pas prévu comme ça. On a des opérateurs publics, parapublics qui sont mobilisés sur le CEP, et on a un bilan de compétences qui est assuré par une offre privée de prestataires de bilan de compétences ou institutionnelle avec le réseau des CIBC. Voilà. En tout cas, il y a bien deux univers. Ce que je veux mettre aussi en avant, c'est que le compte personnel de formation ne parle pas du bilan de compétences. Il parle de formation et de VAE et de certification. Donc on voit bien que là, on est dans un processus où on est positionné sur un projet très précis et très particulier de formation. Très particulier de formation. Une formation qui est sanctionnée par un parchemin qui a de la valeur sur le marché du travail. Et c'est ça le message de la loi. C'est que dans l'offre de formation aujourd'hui, il faut que le citoyen sache qu'il y a une différence entre l'offre de formation qui aboutit à l'obtention d'un parchemin qui a de la valeur et une offre de formation qui n'aboutit qu'à un certificat, un document qui a la valeur de l'organisme de formation. Et ça, c'est un éclairage assez important et assez nouveau qui, à mon avis, peut aussi éclairer sur la place que doit prendre le bilan de compétences. C'est-à-dire que nous sommes dans la sphère du monde du travail. Et le bilan de compétences renvoie à la question de la compétence. Et cette compétence, et la maîtrise de cette compétence est fondamentale par rapport à une démarche de formation, une démarche d'évolution professionnelle. Mais on voit bien qu'on est complètement en amont de la question de la formation. C'est presque la question du prérequis à l'interne à chacun de nous, c'est-à-dire bien maîtriser qui nous sommes en termes de compétences. Et pouvoir être aidé en ce qui concerne le diagnostic du besoin de formation. Donc il y a une ressemblance à un moment donné entre bilan de compétences et CEP, c'est évident. La grande différence, c'est que le législateur a souhaité offrir cette prestation à tous les citoyens, le CEP, et le bilan de compétences reste dans la sphère, je dirais, libre, mais aidé avec les congés bilan de compétences, voilà, salariés principalement, voilà. Donc voilà, donc il y a effectivement les acteurs du bilan de compétences ont bien compris qu'il fallait qu'ils revoient leur positionnement par rapport à l'apparition du Conseil en évolution professionnelle. Il y a un espace certainement à conquérir, nouveau, du fait de l'apparition du CEP. Peut-être que la prochaine réforme parlera mieux du bilan de compétences qu'elle ne l'a fait, puisqu'il y a eu un grand silence du législateur aujourd'hui sur le bilan de compétences. Mais en l'état actuel des choses, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le législateur n'a pas dit que le bilan de compétences